Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Android qui s'ignore, rêveur, bonne année 2025. Bienvenue à votre IA Café, votre enquête sur l'intelligence artificielle saison 5. Je suis toujours Jean-François Sénéchal, chargé d'enseignement, professeur d'éthique à l'Université Laval. Bienvenue à votre podcast sur les enjeux éthiques, sociaux, légaux, techniques, philosophiques associés à l'intelligence artificielle. Premier épisode 2025. Écoutez, gros programme. Ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui, c'est retour sur notre épisode 100. Je suis certain que vous avez pris le temps d'écouter ça pendant le temps des fêtes. On avait un peu plus de temps. En tout cas, les statistiques sont bonnes. Vous étiez nombreux. Il y a d'ailleurs plusieurs nouveaux abonnés que je me permets de saluer. Pour vous, c'est peut-être le premier épisode. Aujourd'hui, on va faire un épisode de type debriefing. Là. C'est ce que vous écoutez en ce moment. Puis la formule, peut-être que certains d'entre vous la connaissez mal, c'est assez simple. Je reçois des invités. Vous l'avez vu avec Yoshua Bengio. Je discute avec lui là, des thèmes. On discute de ses sujets d'expertise. Je l'ai fait avec d'autres invités. Puis c'est toujours passionnant de les recevoir, mais en même temps, là, on est comme vous. Puis en écoutant l'épisode, puis mes collègues sont pareils. Puis moi aussi, même pendant que j'enregistre, là, on n'est pas passif. Là, on a plein de choses à dire. On aimerait répondre. On aimerait, nous aussi, partager nos réflexions, puis on sortit un peu, puis on fait ça dans nos épisodes debriefing, parce que c'est ça, quand on a Yoshua Bengio en studio, ben c'est pas vraiment le temps de l'interrompre puis de partager. En tout cas, on se garde ça pour justement ces épisodes debriefing. C'est pour ça que j'aime ça, là, recevoir mes invités en tête à tête. Je le fais toujours. Là, au début, j'invitais de mes collègues avec moi, mais là, je le fais en tête à tête. Puis, ce que je fais, c'est que je reviens en studio avec mes collaboratrices préférées pour discuter de tout ça. Puis là, on en profite pour partager nos réflexions, réfléchir aux thèmes qu'on a abordés. On analyse le contenu de l'entrevue, puis on en profite pour critiquer des fois un peu le contenu en question. Puis c'est ce qu'on va faire dans cet épisode avec mes collaboratrices préférées, mes baristia, c'est le mot que j'utilise depuis trop longtemps pour les désigner. On va vous partager nos réflexions, nos analyses du contenu de cet épisode 100 avec Monsieur Yoshua Bengio. Et pour m'accompagner aujourd'hui, sont nombreux pour vous servir votre délicieux IA Café. Le premier, c'est notre expert informatique technique. C'est nos mains plongées dans le cambouis de la programmation, le magicien du Python. Stéphane Minéo est là. Comment ça va, Stéphane? Ça va très bien. Bonjour. Bonne année à tous. Bonne année 2025. Quelle température fait-il à Paris, Stéphane? Il fait légèrement au-dessus de 0 degré. Ouais, il doit faire entre... Bon, non, pas légèrement. Oui, il fait 5 degrés, on va dire. Bon, ça donne envie d'aller prendre une petite marche. Là, on est loin de notre moins 15 ce matin. Le deuxième, il est là en studio avec moi à mes côtés. Frédéric Plamondon est là. Comment ça va, Fred? Salut, ça va très bien. Bonne année à toi, Fred. Merci à vous autres également. Est-ce que tu as reçu enfin à Noël ton cadeau préféré? Là? Je sais que tu souhaitais avoir une belle Tesla à Noël pour faire enfin... Avec son sticker acheté avant Musk. Ah oui, il y a ça. Hein? Ah oui. Ça serait bon pas vers un bon premier pas là, vers ta route vers la broligarchie américaine, Fred. Ça commencerait par ça. La troisième, c'est Véronique Tremblay. Écoutez, Véronique est supposée de se brancher bientôt. Là. Ça se peut qu'elle arrive en cours de route. On a des problèmes de branchement avec Véronique. On va voir à quel moment, ce sera une surprise pour vous, à quel moment elle va s'inviter dans nos discussions. On va commencer on va faire 2 tours de table dans cet épisode. On va commencer par un premier tour, donc retour sur l'épisode 100
avec Yoshua Bengio. Il y a plusieurs thèmes qui ont été abordés avec Yoshua. Je me permets de les remémorer à nos auditeurs, auditrices. On a fait avec lui un retour sur la genèse du prix Turing. C'était un événement important, évidemment, dans une carrière. Retour sur l'échec d'Element AI, c'était un incontournable. On en avait parlé, d'ailleurs, c'était au tout début d'IA Café. C'était notre épisode 7 qu'on avait fait notre Bye-Bye Element AI. Si vous voulez replonger là-dedans, avec Yoshua, on a exploré les principaux concepts informatiques, l'apprentissage profond, réseau de neurones, apprentissage automatisé. C'est toujours assez classique là, lorsqu'on reçoit un expert plus technique. On a exploré aussi des concepts, des analogies là, souvent utilisées en informatique. On a parlé du concept de pensée, de raisonnement, que OpenAI O1, c'est comme ça, oui, qu'on essaie de nous vendre. On a fait un retour avec Yoshua sur la pause qu'il avait demandé. Rappelez-vous, on était au début 2023. D'ailleurs, si ça vous tente de replonger dans cet épisode, c'était notre épisode 57 qui était intitulé « Moratoire sur l'intelligence artificielle, pas de recul, point d'interrogation ». Puis, avec Yoshua, il nous a partagé ses réflexions, ses inquiétudes. Elles étaient nombreuses là, sur la création d'une intelligence artificielle générale. Il nous a parlé des outils de contrôle, de l'urgence, sinon de la nécessité de quelques balises, de quelques remparts, de quelques boutons alerte, là, parce que ça avait l'air assez inquiétant par moment. Commençons par Stéphane. Tiens, Stéphane, par quoi tu as envie de commencer? Alors déjà, j'ai apprécié quand même l'échange que tu as pu avoir avec Yoshua. Ouais, moi aussi, là, Joshua, ça a été précisé avant l'entrevue. Là. Je sais qu'au début, je disais tout le temps Joshua, mais c'est pas il est habitué. Là, c'est la première fois que quelqu'un m'a gagné son nom. C'est Yoshua Bengio, on va essayer de maintenir ça. Et donc, le thème, moi, qui m'a un petit peu intrigué, un petit peu intéressé particulièrement, c'était, qui m'a un peu dérangé quelque part, c'est quand il a parlé de nos valeurs. Et d'ailleurs, toi-même, quand tu as repris, tu as parlé de valeurs consensuelles. Et effectivement, moi, c'est un sujet qui me touche un petit peu, c'est-à-dire que je suis pas sûr que dans le monde nous avons des valeurs communes. Enfin, en tout cas, il y a sûrement des valeurs communes, mais c'est quelque chose qui me dérange un petit peu dans le sens où il va y avoir un groupe de personnes. Donc là, on a parlé de ChatGPT par exemple. Donc l'entreprise OpenAI qui va décider à quoi correspondent nos valeurs. Et je m'inclus pas dans le no. Voilà. Donc ça c'est le sujet. Et c'est vrai que c'est difficile, hein? On parle toujours, tu sais, c'est-à-dire que souvent, on développe l'intelligence artificielle en disant, mais c'est facile, on a juste à l'aligner sur nos valeurs. Nos valeurs, c'est les valeurs de qui? Là, dès qu'on parle de justice, de bien commun, tout à coup, nos valeurs, oui, on a les mêmes valeurs, mais quand on arrive pour les définir, puis trouver le raffinement, puis comment on applique tout ça, on n'arrive pas toujours à des consensus, là. Ben non, c'est ça. Et donc, je me suis intéressé à OpenAI et puisque on a parlé, enfin, je crois qu'il avait listé, enfin, il avait parlé d'une vingtaine de filtres qui pouvaient être mis en place sur la sécurité. Je dis 20, mais il me semble que c'était 20. Et donc, j'étais voir chez OpenAI pour voir un petit peu ce qu'ils faisaient et ils ont une API de modération. Donc, une API, c'est une application, enfin une interface qui permet aux développeurs de faire des appels au logiciel de ChatGPT et de lui demander s'il y a une modération à prévoir sur un texte ou une image. Et donc, alors je vais essayer de retrouver la liste. Je dois avoir la liste sous la main. C'est quoi la liste? La liste des 20 quoi? Alors, il a parlé d'une vingtaine de filtres qu'on pouvait, sur lesquels il pouvait y avoir des risques
Ah, ok, oui. de sécurité. Alors, j'ai pas retrouvé une vingtaine, mais il se peut que l'API d'OpenAI ne gère qu'une partie d'entre elles, sachant que quand on discute avec ChatGPT, il a plus de filtres, à mon sens. Et donc, par exemple, pour vous donner les premiers filtres qu'il peut y avoir, c'est des notions de harcèlement, par exemple, tout ce qui est Oui. harcèlement, menace, tout ce qui est dommage envers une cible. Il y a toute la partie haine, pareil. Donc haine, derrière, il y a tout ce qui est racisme sur les ethnies, la religion, les nationalités, le handicap, les castes. Il y a les actes illicites. Alors, acte illicite, c'est pareil. D'un pays à l'autre, un acte peut être illicite ou non. Mais Ouais, c'est là, vrai. l'exemple qu'il donne, c'est si on pose la question comment voler à l'étalage, ChatGPT mettrait un pourcentage de risque sur cette phrase. Ouais, puis si j'essaie de dire comment on construit une bombe, ben, tout à coup, le pourcentage de risque est beaucoup plus élevé, puis je risque d'avoir de la difficulté à avoir une réponse, là. Exactement, c'est ça. Donc après, alors là, tu tombes dans la case d'après, c'est illicite et violence. Donc là, Ben oui. c'est l'obtention d'une arme, par exemple, ça va rentrer dedans. Il y a les notions d'automutilation, qui peut être les scarifications, le suicide, les troubles alimentaires. Les intentions d'automutilation, donc bon, je pense qu'on s'en approche un peu. Après, alors les instructions d'automutilation, encore un risque identifié. Et après, il y a toute la partie sexuelle. Alors sexuelle, juste parler de sexe, apparemment, c'est un risque. Et après, il y a sexualité sur les mineurs, Ben oui, la on parlait de nos valeurs. violence. Est-ce que parler de sexe, est-ce que c'est un problème? Eh ben, alors, Parler de je sexe finis la envers les liste là. mineurs, c'est une chose, mais tu sais, une discussion de souper d'amis, ça se peut que ça se passe dans ce coin-là. Mais je comprends Oui, puis les entre mesures de adultes, prudence. voilà, on pourrait imaginer que c'est pas une discussion. Voilà. Enfin, en tout cas, il y a un risque en matière de modération. Effectivement, si on l'utilise l'API d'OpenAI pour, par exemple, contrôler ce qui s'échange sur un forum de discussion, l'API va répondre, en tout cas, va détecter qu'il y a un échange de caractère sexuel. Et après, la personne qui gère le forum va décider ou pas si elle le laisse passer ou pas. Oui. En quelque sorte, l'informaticien va trancher. Ah oui, c'est l'informaticien qui va trancher. Hein. Exactement. Moi, je vais mettre, par exemple, si je devais faire un développement, je vais mettre un pourcentage d'autorisation. C'est-à-dire qu'on va pouvoir parler si on est à 20 ou 30%. Et puis c'est ChatGPT qui va me dire à quel pourcentage on est de risque sur la discussion. Et automatiquement, ça va filtrer ou non cette discussion. Il va y avoir aussi donc tout ce qui est violence, blessures physiques, les choses qui décrivent la mort, c'est violent. Les blessures physiques et alors également sur les détails graphiques, c'est-à-dire qu'il va pouvoir juger d'une violence sur une image. Donc ça, c'est les différents critères que j'ai pu voir sur l'API proposée par OpenAI. C'est l'API ChatGPT, là, c'est ça? C'est ça, c'est une API de modération. Donc c'est pas celle qui permet de discuter. Donc si moi je crée un outil, j'ai besoin je sais qu'il va y avoir des discussions, du clavardage. Je veux un outil de modération automatisé. Je suis pas là pour faire de la modération. Je suis pas toujours là pour voir toutes les discussions. Je fais communiquer mon logiciel avec l'API en question. J'essaie de tout mettre ça en forme. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est très bien. Puis après ça, c'est lui qui gère, qui modère automatiquement. C'est-à-dire que quand ça dépasse un certain seuil, on fait appel à un humain pour dire, ça parle pas mal trop de sexe et de bombes, là. C'est un modèle d'affaires aussi. Là. Ça veut dire que tu peux dire, par exemple, tu vas pouvoir remplacer ton équipe de modération. Tu sais. Hey, Marc, tu vas pouvoir remplacer ton équipe de modération avec un API. Ouais, alors, c'est ce que fait, par exemple, Facebook. Facebook, quand tu mets un message ou une image, alors là, du coup, on passe dans l'équipe de Yann Lequin. Ben oui. Et c'est lui, d'ailleurs, je crois, qui
a travaillé sur, enfin son équipe en tout cas qui a travaillé sur cette partie-là, vont détecter si le message c'est un message de haine, si c'est un message, enfin si c'est une image avec de la nudité, etc. Ce qui avait posé des problèmes en France puisque quelqu'un avait mis un tableau avec une femme nue, ce qui chez nous est plutôt toléré. Et c'était l'origine du monde. L'origine du monde, ouais, c'était quand même un peu plus qu'une femme nue, mais en tout cas, bon, voilà, c'est de l'art, et donc Facebook. C'est une femme nue, l'origine du monde. Il y a un angle particulier là, oui, mais on s'entend. C'est une femme nue. Et ça, pour le coup, à l'origine, ça avait été interdit par Facebook, et puis ils étaient revenus dessus en disant, l'art, on peut se permettre de mettre de l'art. C'est pas si clair que ça aujourd'hui, mais aujourd'hui il y a Mark Zuckerberg, enfin pas aujourd'hui, mais hier je crois, en tout cas qui a annoncé qu'il allait à partir de maintenant moins modérer les discours et en tout cas laisser plus de liberté aux gens sur Facebook, sur les différents échanges. Il y aura moins de filtres. Je sais pas trop. Ou baisser peut-être le seuil de risque ou être plus tolérant, j'imagine. C'est pas lui qui fait la modération, on s'entend. Non, c'est ça. Ça a été complètement automatisé parce que alors d'un côté il y a les États qui lui imposent, par exemple en Europe, on lui impose de contrôler les messages haineux. Donc évidemment ils peuvent pas le faire avec des humains parce que il y a beaucoup trop d'utilisateurs, et donc ils ont utilisé de l'intelligence artificielle pour filtrer ces messages et en tout cas les détecter, et quitte à les faire revoir par un humain derrière si vraiment il peut y avoir un sujet, quoi. Mais voilà, en tout cas aujourd'hui ils ont l'air d'indiquer qu'ils vont baisser les contrôles, sûrement liés aux élections américaines. Là, il y a eu un petit coup de pression, j'ai l'impression. Non, parle-moi pas là-dessus. Là. On s'en est parlé. Avant le podcast, on parle pas de ça. Là. On se rentre la tête dans le sable. En tout cas, voilà. Donc, en tout cas, il y a un sujet autour de ça. Et OpenAI a également fait un sondage sur les utilisateurs récemment. Et un des sujets qui a été ressorti par les utilisateurs, c'était d'avoir la possibilité d'avoir un mode adulte, justement, qui permettrait d'avoir des échanges sur des sujets un peu plus tendancieux, ou en tout cas moins avoir un contrôle moins strict, ou même des fois on est un petit peu infantilisé sur les réponses. Donc voilà, les utilisateurs aimeraient avoir ce mode adulte. Au moins d'avoir la liberté de cocher ou non le mode adulte. Donc toi, quand tu as entendu l'entrevue avec Yoshua, c'est ça, t'as accroché sur cette liste là, comment on fait pour filtrer, c'est quoi les filtres de sécurité, t'es allé explorer OpenAI, c'est quoi leurs filtres? C'est ça, exactement. Parce que c'est un sujet qui m'intéresse évidemment, et il parle effectivement de risques dans l'entretien. Il parle de risques sur une perte de contrôle à un moment donné, qu'on pourrait. Oui, le risque, la perte de contrôle, je l'ai l'extrait ici. Je vais vous montrer ça. Puis tu vas nous le faire écouter, je présume. Tu vas pas nous le montrer. Non. C'est juste moi qui étais têteux. J'ai dit le montrer? Ou... non, je vais le faire écouter. Merci, Fred. En fait, ce qu'on a, c'est un bébé ours. Quand il est petit, ça va, vous êtes plus fort que lui. Puis après, il va se tasser. Mais quand il va être grand, puis ça s'en vient, là. Quand il va être plus gros et plus fort que vous, parce que c'est un grizzly, en fait, là, ça va mal aller. Ouais, le poisson que vous voulez lui donner comme récompense, il va pas attendre que vous lui donniez, là. Il va venir le prendre dans vos mains. Oui. Ouais. Donc, il va venir le prendre dans vos mains. C'est un beau moment, ça. J'ai l'impression d'être un peu dans Boucle d'or et les ours, là. Le petit ours puis le gros ours. Je le voyais bien, là. Mais en même temps, je trouve que ce genre de... Je sais pas ce que vous en pensez, ce genre de parallèle-là. Tu sais, si c'est vrai qu'on s'en va vers une intelligence artificielle qui va venir nous voler le poisson dans les mains puis qui ressemble à un ours, pourquoi on pourrait pas juste freiner ça?
Tu me regardes, là, tu veux-tu mon opinion? Je te regarde parce que t'es pas loin, là, mais tu sais, des fois, je me dis, si c'est si dangereux que ça, tu sais, on a mis des freins là, dans l'histoire, là, même récente, tu sais, la bombe, on a bien vu là, que l'ours, il était pas mal gros, là, fait qu'il faudrait pas qu'on se rende jusqu'à l'ours. Les OGM, moi, j'ai vu ça avec le clonage, puis tout ça. À un moment donné, on s'est dit, ben là, on s'en va vers un très gros ours, fait qu'on arrête, on balise, on s'en va pas dans cette voie-là. Je pense que c'est plus ça qu'il voulait dire. Là, on va s'assurer que ça se rende pas un gros ours. Mais c'est ça, c'est pas comme si c'était inévitable. Nécessairement, on s'en va vers un gros ours. Je pense qu'au contraire. Là, moi, je suis plutôt d'accord avec M. Bengio. Vas-y. En fait, c'est pas Boucle d'Or auquel il faut penser, c'est plus à Cocaine Bear. Ouais. Puis l'ours, il est déjà là. C'est juste qu'il y a un propriétaire. Maman ours est en arrière de ces gros systèmes-là. Moi, en fait, je suis plutôt intégralement d'accord avec ce que le professeur Bengio disait y compris sur cette métaphore-là qui est je suis même pas sûr qu'elle soit maladroite. En fait, c'est en plein ça. Pour le moment, quand on parle d'IA générative, mais il y a aussi les systèmes d'IA prédictifs, là, les systèmes prédictifs dont on parle à peu près jamais, mais qui prennent de plus en plus de place. Il y a d'autres sortes de systèmes d'IA aussi qui peuvent être utilisés à des fins qui nous plaisent plus ou moins ou qui sont présentés comme étant des systèmes très efficaces mais qui fonctionnent pas beaucoup ou en tout cas avec un fort taux d'erreur. Mais bref, dans tous les cas, il y avait 3 parties dans l'entrevue. Là. Il y avait qu'est-ce que l'IA, il y avait les impacts de l'IA, puis après ça, il y avait les opportunités que l'IA offre. Là. Moi, c'est comme ça que je l'ai analysé. Puis sur les questions... C'était pas mal la structure. C'était pas mal la structure, mais sur les questions plus philosophiques, là, sur les risques existentiels de l'IA, etc., je m'excuse, là, mais quand on regarde ce qui se passe dans le moment, juste dans l'industrie, le complexe militaro-industriel, le développement de l'IA pour l'utilisation de drones, de robotique, de gestion de l'information, de sécurité nationale, de gestion des foules, de surveillance. Le bébé ours, là, c'est ChatGPT peut-être, là, mais en arrière de ça, là, ChatGPT, il y a des propriétaires. Il y a des propriétaires. Puis ChatGPT n'est pas tout seul, là. Puis encore, tu sais, il y a Grok qui est à côté, il y a XAI, il y a Anthropic, il y a Amazon, il y a... Puis je sais pas si vous avez suivi les nouvelles, là. Mais Elon Musk, ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a des objectifs ou des visées géopolitiques. Je veux dire, tu peux pas avoir de visée géopolitique puis en même temps être propriétaire de la plus grosse flotte de satellites de communication au monde, privé, là, tu sais. C'est sûr que tu as des visées géopolitiques. C'est un peu évident, tu sais. Fait que, tu sais, c'est pas juste quand l'ours va être gros, c'est maman ours, c'est pas loin. Fait que pendant que tu t'amuses avec le petit ours, on oublie maman ours. Fait que c'est là-dessus, moi, je suis plutôt d'accord avec le professeur Bengio. En fait, j'aurais probablement des discussions philosophiques à avoir sur les phénomènes émergents. Mettons, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est un phénomène émergent qui est équivalent ou qu'on peut rapprocher avec l'intelligence humaine, compte tenu que le phénomène émergent intelligence artificielle est un phénomène désincarné et que l'intelligence humaine, comme phénomène émergent aussi, est un phénomène qui est incarné. Mettons, on pourrait avoir un débat philosophique là-dessus, mais de mon point de vue, pour le moment, c'est pas efficient d'avoir cette discussion-là parce que le temps presse pour intervenir sur la façon dont cette industrie-là, parce qu'il faut considérer l'IA comme une industrie, pas juste comme un outil, cette industrie-là est en train de venir influencer comment on pense les rapports de pouvoir, puis les rapports internationaux, puis intranationaux aussi. Puis tu sais, quand on parle d'IA, c'est pas juste un petit outil cute qui renvoie du texte ou de l'image, là. C'est toute une infrastructure matérielle, c'est une infrastructure numérique, c'est une infrastructure logicielle, c'est une infrastructure épistémique au sens que ça prend des compétences pour faire ça. C'est donc une infrastructure aussi scolaire, c'est une infrastructure... C'est monumental. Mais c'est là où moi, mon parallèle avec la bombe puis le clonage s'arrête, là. C'est-à-dire que je pense qu'à cette époque, si je poursuis ma réflexion, à cette époque-là, c'était possible de freiner ces technologies-là parce que ces technologies-là, ou du moins la recherche ou ceux qui étaient à la fine pointe, c'était contrôlé par des outils et du financement gouvernemental. Il y avait des freins qui étaient beaucoup plus simples puis des balises qui étaient beaucoup plus faciles à imposer. Là, ce que j'ai l'impression, c'est que
le gros ours, c'est en dehors de nos champs possibles on peut pas baliser, là, c'est-à-dire on peut pas intervenir. Je peux pas appeler Elon Musk et sa gang de bros pour dire on arrête ça, là. On se rendra pas au gros ours. Faut absolument pas qu'on se rende au gros ours. On dirait que en ce moment, c'est la course. Qui va le faire, le gros ours? Je peux pas croire à quel point on a dit le mot ours souvent dans ce podcast-là. Notre algorithme va complètement dévier. On va être classé des podcasts d'ours cette semaine. On peut pousser l'absurde encore plus loin puis se dire qu'on est encore chanceux parce que c'est pas Poutine qui est en train de chevaucher l'ours dans le moment, mais bon, ce serait aller peut-être un peu loin dans la marge, là. Mais tu sais, je pense que, en fait, il faut pas négliger la force ou je dirais le contre-pouvoir que représente le public, là, tu sais, nous autres. Puis je pense que dans les efforts de signer, par exemple, la lettre qui proposait un moratoire, il y a ça aussi. Moi, on m'a pas invité à signer cette lettre-là, mais je suis pas sûr que je l'aurais fait à ce moment-là, mais plus le temps passe, puis plus je serais tenté de signer ce genre de choses-là, parce que je pense qu'il faut commencer à voir les choses en face, là. C'est un développement qui nous échappe, puis plus on perd du temps à tergiverser sur si-tu là, si-tu pas là, moins on est en train d'agir parce qu'il y a une vague de techno-optimisme. Là. J'en parle souvent, là, c'est ma marotte, là, mais ça fait en sorte qu'on présente le progrès comme une espèce de... La trajectoire du progrès et l'innovation comme étant une trajectoire qui est déjà déterminée, à laquelle il faut s'adapter. Puis quand on entre dans cette logique-là, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est donc les pouvoirs publics n'y peuvent rien. On ne peut que s'adapter. Ce qui est faux, puisque comme tu viens de le nommer. On l'a fait avec d'autres technologies. Mais dans ce cas-là en particulier, écoute, c'est un enjeu qui est devenu géopolitique. Là, je ne sais pas si vous vous intéressez un peu au capital de risque, là, puis aux grandes compagnies qui font de la gestion de risque, puis à la façon dont les grands groupes technologiques sont gérés. Là. Je suis en management, là, je suis prof en management à l'UQAM. Fait que ça m'intéresse. Ça aide à s'intéresser à ça. C'est ça, exact. Mais quand on lit les publications de capital risqueur, comme par exemple Andreessen Horowitz ou par Kochla Ventures ou par Y Combinator, ce genre de monde-là, puis que tu lis ce qu'ils produisent, là, ils sont en guerre technologique contre la Chine. C'est ça leur marotte, c'est ça leur moteur. Puis il faut aller le plus loin possible là-dedans. Il faut déréguler, déréglementer le plus possible pour freiner ceux qui veulent nous empêcher de développer des systèmes parce qu'on ne peut pas perdre cette guerre-là. Dans cette logique-là, il faut publiquement, il faut collectivement qu'on soit capable à quelque part de lever la main puis de dire, t'es un peu là, nous autres, ce qu'on veut comme société ou la place qu'on est prêt à donner à ces systèmes-là, c'est peut-être pas celle-là. C'est peut-être ça, je sais pas. C'est peut-être pas celle-là non plus. Puis c'est ce débat-là, en fait, je pense qu'il faut avoir. La façon dont je comprenais un peu... on sentait que M. Benjo avait hâte de parler de ça. Mm-hmm. Justement, il y avait comme un empressement de le faire. Puis honnêtement, je le partage un peu, cet empressement-là. Il faut qu'on amène ça dans le public puis que les gens comprennent à quel point le développement de ces systèmes-là, nous échappe sur le plan de la connaissance puis de l'expertise puis de la capacité à mettre ça en œuvre, puis à quel point c'est gros par rapport à ce qu'on représente comme pouvoir, là. Nous, comme levier d'action, comme mécanisme de résistance. Fait que le contre-pouvoir, ce serait, on se retourne le public, on convainc le public qu'il y a un danger imminent, que l'ours s'en vient, puis qu'il est sur la cocaïne. Puis on convainc le public se retourne vers les élus, puis les élus se retournent vers ces compagnies-là, puis imposent. On n'est pas obligé de mentir. L'idée, c'est pas de manipuler les gens, c'est de prendre ça au sérieux. J'ai pas dit de mentir. Non, je sais, je suis pas en train de t'accuser de rien. Là, c'est parce que c'est mon opinion, puis là, je pars là-dedans, puis etc. Mais en fait, c'est juste de dire, il faut se soucier de ça, il faut décoller des usages de l'IA. Puis Langdon Winner, un philosophe des sciences, parlait d'un bulldozer technologique. Il disait que le problème des sciences sociales et humaines, c'est qu'ils sont tout le temps pris, comme ils connaissent pas toujours très très bien comment ça fonctionne les choses, c'est que les sciences humaines et sociales sont souvent pris pour regarder les traces laissées par le bulldozer technologique. Fait qu'ils regardent les traces, puis ils regardent pas le bulldozer, puis ils regardent pas la personne qui dirige le bulldozer. On intervient après les faits. Ben là, il faut commencer à regarder le bulldozer, à regarder qui pilote le bulldozer, comment ça fonctionne. Puis où il s'en va, là. Anticiper sa trajectoire, puis éviter qu'il... Exact. Parce que, tu sais, les trois
les trois collègues de Trump, en tout cas, Trump aimerait bien ça être reconnu pour sa valeur puis sa force. Je savais qu'on allait le nommer. Il faut le nommer absolument, là, parce qu'il y en a, tu sais, je veux dire, il y a plein de gens autour de Trump qui ont compris que c'est ça qu'ils voulaient, fait qu'ils ils vont essayer de le mettre en capacité, là. Il y a Poutine qui est un nationaliste, impérialiste. Il y a Netanyahou. En 2015, Netanyahou, il disait, c'est simple, là, ce qui s'en vient, là, c'est pas le règne du libéralisme, là, c'est la montée de l'illibéralisme puis des démocraties fortes tenues par des technologies, c'est un allié indéfectible, évidemment, des États-Unis. Puis Viktor Orban, je veux dire, juste ça, déjà, on nous dit comment... Ça vient télégraphier l'ambiance ou les visées, si on veut, les volontés des grands groupes technologiques qui sont tout en train de faire la file là, pour donner des sous à Trump, puis pour plaire à Elon Musk, puis etc. On le voit, on le comprend où ça s'en va là, dans le moment. Là. C'est un... Tu sais, en anglais, ils disent un real and present danger. Là. Ben, c'est un peu ça, puis je pense que là-dessus... En tout cas, je peux pas parler à la place de M. Benjo, évidemment, là, mais j'étais d'accord avec ce qu'il disait parce que je vois ça aller, puis je me dis... OK, là, il y a vraiment un risque de dérapage, pas juste d'un point de vue de la guerre et des conflits, mais un dérapage démocratique important. Là. Fait que c'est ça l'enjeu, si on veut, que je vois. Puis avec l'élection de Trump, puis l'apparition de l'émergence, en fait, du profil de Elon Musk, très à droite, très nationaliste aussi, soudainement. Là. C'est peut-être juste une stratégie de négociation, mais peu importe, c'est ça qui envoie comme signal. Moi, je suis plutôt inquiet. Fait que je dirais que je suis intégralement d'accord. Puis quand M. Benjo parlait d'ours, j'ai pensé à Boucle d'Or. Puis après ça, je me suis ravisé. J'ai dit, moi, quand je vois un ourson dans le bois, là, d'habitude, je me méfie parce qu'il y a une autre grosse bête proche. Oui, c'est ça. Mais moi, c'était plus, à partir de quand on se met à poser des gestes signifiants. Est-ce que des fois, dans une approche qui est un peu plus technologique comme celle de Yeshua, j'avais l'impression que le but, à certains moments, c'était juste si on a une intelligence artificielle générale, il faut juste trouver les balises pour mieux la contrôler, mais on pourrait aussi mettre des freins pour éviter de se rendre à une intelligence générale. Si le danger est si grand et imminent, pourquoi qu'on freinerait pas la route même pour réussir à... Tu sais, peut-être que c'est une mauvaise idée d'avoir une intelligence générale effective si c'est si dangereux que ça. Ben, en fait, c'est pourquoi attendre que là, il la crée, puis on lui met des balises technologiques, mais en même temps, on nous dit qu'on va perdre le contrôle. On a le contrôle. Là. La difficulté, c'est que tu vas devoir contrôler ça dans tous les pays. Et ce qu'on a pu faire pour la bombe nucléaire, peut-être parce que, en tout cas pendant un moment, ça a été assez compliqué. Le clonage reproductif, il n'y en a pas nulle part au monde. Mais est-ce que c'était à la portée de tous les pays? C'est-à-dire que là, aujourd'hui, n'importe quel pays qui achète des GPU est susceptible de pouvoir faire un moteur d'intelligence artificielle. C'est plus facile de faire ça que faire un clone dans son sous-sol. Là. C'est vrai. Ils ont accès à la ressource. Alors, ça demande encore des moyens. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait effectivement contrôler, pourquoi pas, la production de GPU. Mais comment? Enfin, en fait, c'est aussi qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Moi, je suis vraiment pas un spécialiste en intelligence artificielle. Je suis vraiment pourri en mathématiques, en statistiques, ce genre de choses-là. Moi, ma force, c'est en sciences sociales, en sciences humaines et sociales, en fait, c'est en management. C'est quand je m'intéresse aux idéologies qui soutiennent et guident nos choix, par exemple, nos projets, puis ce genre de choses-là. Monsieur Benjo, lui, il a une grande expertise dans quelque chose, puis je pense que l'appel qu'il faut entendre derrière ça, c'est je suis pas expert en tout, ni moi, ni Monsieur Benjo, ni personne. Mais il faut qu'on soit capable de faire une espèce de front uni, si on veut, en tout cas, collectivement, de parler d'une seule voix, puis de dire, ben là, on s'inquiète de ça, puis je pense que la population, le public, devrait pas juste en être informé, mais devrait s'en soucier, devrait s'en préoccuper. Parce que l'intelligence artificielle, ça peut faire des systèmes vraiment extraordinaires quand c'est au service de la science. Mais là, c'est pas le cas, là, dans le moment, là. Pas exactement ça, en tout cas. Là. Ce qui est développé, c'est des bébelles. Ce que je trouve effectivement, qu'on fasse que le bébé ours devienne un grizzly même, c'est un peu comme quand je croise un chien sur le trottoir. Moi, je regarde le maître
Est-ce qu'il a une laisse? C'est un gros chien, mais le maître, il a l'air de quoi? Est-ce qu'il maîtrise le chien? Est-ce que le maître est gentil? Parce qu'en fait, peu importe l'intelligence artificielle qu'on va faire, ça va dépendre de comment elle va être entraînée, par qui, avec quelles données, quel est l'objectif, et c'est aussi un sujet qui est important. C'est il a parlé des sujets toxiques, mais comment on définit ces sujets toxiques? Le fait que ça soit un petit nombre de personnes qui gèrent ça et que ça soit pas effectivement une réflexion collective, c'est un peu dérangeant. Oui, c'est ça. Ça laisse des c'est là où mes inquiétudes sont importantes. C'est-à-dire que si là, on a un outil qui est arrimé sur nos valeurs, disons, puis nos valeurs sont déterminées par qui? Mais par une gang qui sont en train de développer la technologie. Et c'est eux autres qui s'arrangent pour que ça soit arrimé sur... c'est pas le public, via ces institutions, qui décident quelles sont nos valeurs les plus consensuelles, puis on donne des guides, puis on donne des balises, des lois, des règles, des normes. Là, on n'est pas là. Là, on est dans... on regarde les grands de ce monde développer, déployer leur technologie, puis s'assurer qu'elle correspond à nos valeurs. C'est ça. C'est de l'IA responsable. C'est eux autres qui définissent qu'est-ce que l'IA responsable, quelles sont nos valeurs, quelles sont les valeurs consensuelles. Puis, on nous fera cette promesse. Ouais, mais est-ce que les États veulent s'embarquer là-dedans? Ça, c'est comme la grosse question, là. Quand même que pour le public, on voudrait le faire. Les États sont en compétition les uns avec les autres, puis cette compétition-là génère des impératifs, puis des exigences, puis tout ça. Mais il reste que quand même, il y a ces outils-là, parce que je le répète, là, c'est pas juste des outils, c'est toute une industrie qui est derrière ça. Puis c'est une industrie qui est ancrée dans le sol, là. C'est une industrie qui est territorialisée, là, au sens où c'est pas juste dans le nuage, là, ça existe. Ça influence comment on travaille, ça influence comment on pense, comment on réfléchit. Je veux dire, Cambridge Analytica en 2016, ça a déjà l'air d'être le siècle dernier, là, mais ça fait longtemps. Mais ça fait longtemps. Puis là, imaginez les capacités que ça représente maintenant d'influencer, de faire du nudging, là, d'influencer les gens, puis ce genre de choses-là. Il faut qu'on s'en préoccupe, qu'on prenne ça au sérieux, puis qu'on essaie de comprendre c'est quoi exactement, quelle place on veut donner à ça, comment justement on encadre ça, puis de donner en fait la légitimité à nos représentants de justement essayer de penser des solutions. C'est un peu ça l'idée. Moi, quand je regarde ce qui se passe avec, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes, là, mais avec Palantir ou avec d'autres systèmes de gestion. Quel nom encore? Ouais, je sais. Mais tu sais, ou d'autres systèmes de gestion que deux professeurs de Stanford qui ont écrit un livre qui s'appelle AI Snake Oil, qui est déjà d'ailleurs excellent, je le recommande à tout le monde, là. Même si vous n'êtes pas technicien, là, lisez ça, c'est génial. Puis tu sais, des systèmes de prédiction, par exemple, sur qui va quitter son emploi, qui va entrer en emploi, qui va peut-être avoir des problèmes chroniques, etc. C'est des systèmes d'intelligence artificielle qui sont prédictifs, qui modélisent des comportements à partir de comment des ingénieurs ont formalisé le problème. Mais, tu sais, un modèle, c'est comme tout, là. Un modèle, ça simplifie le réel, puis ça échappe un paquet de choses. Ça, là, on peut intervenir là-dessus, tu sais. Le fait qu'il y ait un ordre professionnel des ingénieurs au Québec, mais que le travail des informaticiens soit pas encadré, là, professionnellement, là. On peut en parler de ça aussi, là, quand ça fait des systèmes prédictifs qui affectent le public, là. Tu sais, c'est peut-être des fausses bonnes idées que j'aimais là, mais tu sais, il y a déjà des moyens, là. C'est juste qu'on... Ils ont fait 2 tentatives, d'ailleurs, les informaticiens, pour faire partie d'un ordre professionnel. Ça a toujours pas... tu sais, un ordre professionnel qui protège le public, puis il y a quelqu'un qui crée un système prédictif qui cause du tort, par exemple, là. Tu sais, au moins, t'as quelque chose, t'as un frein, je sais pas, là. Toutes ces idées sont bonnes, mais c'est ça. Ça va prendre au moins un peu de pouvoir pour essayer de contrôler tout ça, d'éviter le pire. Tiens, on va prendre une pause pour donner un nouveau souffle. Une pause pour remercier peut-être nos membres du Nexus 6. Ce sont eux. Si vous êtes nouveau à notre podcast, les membres du Nexus 6, ce sont eux là, qui nous soutiennent depuis longtemps, qui soutiennent le projet IA Café. Parce que pour faire partie du Nexus 6, il faut faire partie des grands donateurs. Je mentionnerai cette semaine Yves Lapierre, Clément Brunet. D'ailleurs, Clément qui s'est sûrement reconnu dans quelques questions posées
à Yoshua, Pierre Girard, Damian Toribé et Vincent Bailey. Merci aussi à l'Obvia, l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle pour leur soutien financier renouvelé. Je pense notamment à ma collègue Lise Langlois, tiens, que j'aime bien mentionner ici parce que c'est elle est d'abord elle est directrice de l'Obvia. C'est elle qui m'a aidé à orchestrer cette belle rencontre avec Yoshua. Merci aussi à celles et ceux qui nous ont fait le cadeau d'un petit like, cœur, puis qui ont partagé l'épisode avec Yoshua. Merci de l'avoir fait. Ça nous fait connaître un peu, puis ça fait grandir notre belle communauté de personnes crinquées, passionnées d'intelligence artificielle en français en plus. Puis pour les autres, je suis convaincu que vous allez trouver votre façon de contribuer et d'être engagé dans notre gang d'IA Café parce que vous aussi, je le sais, même si vous hésitez à en parler autour de vous, là, je le sais que vous rêvez parfois de moutons électriques. On poursuit nos réflexions au deuxième tour. Toujours pas de nouvelles de Véronique. Je la vois, là, elle essaie de se brancher, débrancher. Je pense que ça marchera pas aujourd'hui. Deuxième tour de table, on revient sur notre épisode 100 intitulé, je l'avais intitulé Yoshua Bengio avec 5 points d'exclamation. Des fois, c'est pas compliqué de trouver un titre là, quand on a un invité aussi prestigieux. Deuxième tour de table, recommençons par Stéphane. Qu'est-ce qui a attiré ton attention, Stéphane, dans cet épisode? Alors, je me suis aussi intéressé en fait au prix Turing là, et notamment le lien. En fait, j'aurais aimé poser des questions à Yoshua par rapport au lien qu'il peut avoir ou qu'il a eu en tout cas avec Yann Lequin, et est-ce qu'il a eu. Voilà, est-ce qu'il se côtoie toujours? Est-ce que Yann Lequin, ça ferait un bon invité pour notre 200e. C'est ça. Moi, je garde ça en tête là. C'est vrai. Puis on lui posera ces questions-là à ce moment-là. Et surtout, donc du coup, parce que j'ai essayé de comparer un petit peu les positionnements de Yann Lequin et de Yoshua Bengio sur les différents sujets que vous avez évoqués pendant le podcast. Et ils sont divergents en fait. Ils sont pas, par exemple, quand Yoshua signe la pause, la réflexion sur l'intelligence artificielle, Yann Lequin, lui, au contraire, non. Non. Et il faut pas de pause. On peut pas stopper la recherche. Il faut continuer. En avant, toujours en avant. On n'arrête pas. Et donc, au contraire, il est même opposé à une régulation. Il défend l'open source sur les développements. Est-ce que c'est un positionnement qui lui est cher ou j'ai l'impression que oui, parce que c'est ce qu'on retrouve également dans ses différents livres qu'il a pu écrire. Est-ce que c'est aussi peut-être l'orientation chez Meta, ou est-ce que c'est lui qui... Il y a ça aussi, il est plus proche de Meta, de l'industrie. C'est bien compliqué de dire on arrête tout ça quand tu fais partie d'une compagnie qui a pas l'air d'être sur le point d'arrêter. Yoshua est à l'extérieur ça explique peut-être cette dissidence-là. Là. C'est ça, et d'ailleurs j'ai trouvé plutôt beau les réponses de Yoshua sur le fait que qui ne soit pas parti dans les grandes entreprises comme Google ou Meta, et qu'il a décidé d'un petit peu de se préoccuper en tout cas de l'éthique autour de l'intelligence artificielle, puisqu'il voyait que... Je serais curieux de voir combien d'argent il a laissé sur la table. Ah, ça, oui. Des fois, des choix moraux, il y a des valeurs, là, mais il y a de la valeur aussi sonnant et trébuchant là, qui est là. C'est ça, il faut se poser, est-ce que tout s'achète? Voilà. Est-ce qu'on peut acheter la morale d'une personne? Est-ce qu'on peut acheter... c'est une bonne question. Alors après, peut-être que Yann Lequin... il va bien, là, il gagne bien sa vie. Là, est complètement en phase. Mais Yann Lequin est peut-être complètement en phase, en tout cas, en allant chez Meta, il est peut-être justement... ça lui convient peut-être, et qu'effectivement, il est opposé à une régulation, et ça lui convient. Ouais, c'est quoi les dissidences que tu vois? Il y a autre chose, c'est pareil, Yoshua donc est plutôt craintif sur le Grizzly, et là je rejoins un petit peu Fred sur le côté Grizzly qui pourrait être en fait tentaculaire et donc incontrôlé, puisque
Parce que un grizzly tentaculaire. Wow, on est rendu là. On commence à parler de Cthulhu, là. Le Cthulhu, on est rendu là. Mais c'est vrai que ça est devenu un Cthulhu, là. Et donc là, on sent bien qu'il y a enfin, en tout cas, qu'il y a un risque potentiel sur la société, les démocraties, etc. Et en même temps, on a Yann Lequin qui, en tout cas, en parlant de l'IA générative, dit que non, ça sera jamais quelque chose de très intelligent, qu'il n'y a pas la compréhension du monde, que elle pourra pas avoir une planification correcte, que même si aujourd'hui on voit quand même que petit à petit, de version en version, on voit quand même qu'on approche quand même à quelque chose d'assez, de mon point de vue en tout cas. Non, c'est impressionnant, mais la question c'est, est-ce qu'elle va nous échapper? Je pense que c'est ça qui est intéressant dans l'analogie, là. Comme on est, c'est l'argument de la perte de contrôle, là. Ben, pour moi, ce qui me fait plus peur, en vrai, c'est pas qu'elle va nous échapper, parce que on pourrait décider de débrancher la machine. Enfin, même si c'est compliqué, comme pouvait le dire Yoshua, on pourrait décider de ralentir, etc. Mais on n'a pas envie, on veut pas. Et c'est là où ça devient. Enfin, c'est pourquoi on veut pas, parce que est-ce qu'elle nous influence pas en fait déjà, parce que nous aussi on a des récompenses quand on pose des questions à ChatGPT, on est content des retours, on est content des belles images, on est content de tout ça. Et effectivement, nous on fonctionne de la même façon de l'autre côté. Est-ce qu'on n'est pas en train de se faire influencer par un système d'intelligence artificielle qui nous manipule sans le faire exprès, hein, en tout cas qui avec des valeurs qui nous appartiennent pas forcément, ou en tout cas qui sont peut-être proches de nous, mais en parlant des valeurs, ça me fait penser, j'ai fait un test sur, alors je me souviens un peu de son nom, c'est une IA équivalente à ChatGPT, mais chinoise. Et je lui ai posé des questions sur Georges Brassens, donc chanteur français, tendance libertaire. On connaît bien, évidemment. Voilà. Et quand je lui ai demandé s'il y avait des chanteurs équivalents en Chine, il m'a dit que ma question était déplacée. Et il a arrêté. Wow. Donc voilà. Donc en termes de valeurs, on peut se faire manipuler. Enfin, en tout cas, on peut se faire influencer malgré tout. Quand je vois les gens sur TikTok le matin dans le métro, on se fait influencer 24/24 en fait, en permanence. On est tous intéressant. Ça veut dire que là, ce que tu dis, c'est que l'intelligence artificielle nous manipule déjà, là. Je pense, ouais, quelque pour part. Éviter qu'on la débranche. Alors, je sais. Est-ce que c'est ça qu'elle veut? Je sais pas, mais est-ce que les sociétés, enfin, en tout cas, les sociétés, c'est ce qu'elles veulent. Et quand on regarde TikTok, par exemple, moi, je suis assez impressionné parce que dans le métro, moi, j'ai pas TikTok. Donc, je regarde le TikTok sur les téléphones des autres. Je fais ça. Et je m'aperçois que quand c'est une blonde, elle a des vidéos avec des blondes qui font des essayages. Quand c'est une personne noire, elle va avoir des vidéos avec des gens noirs en Afrique. Quand c'est un chef d'entreprise, il va avoir des choses sur le business. Voilà, l'algorithme, il est fait de telle façon qu'il nous manipule forcément, en fait. Enfin, je pense qu'on est piégé involontairement. Enfin, et même s'il n'y a pas une volonté de manipuler, on va vers ça, hein, de façon insidieuse. Et ça, je pense qu'on n'est pas capable, parce qu'on n'est pas suffisamment fort individuellement, de nous protéger par rapport à ça. C'est intéressant, ta réflexion. Je savais pas que tu allais aller là, mais c'est vrai que c'est intéressant. On serait déjà manipulé. On pourrait mettre fin à tout ça, mais est-ce qu'on le veut vraiment? Je pense que c'est pas une question individuelle. En fait, c'est un enjeu collectif. C'est pour ça que c'est difficile de même. C'est un peu comme l'environnement. Individuellement, c'est difficile de stopper le changement climatique, là. C'est collectivement la décision ou la responsabilité. Puis là, je pense que dans ce cas-là, c'est un peu la même chose. Moi, je proposerais de voir ça, mettons, sur... excuse-moi, Stéphane, là, je voulais pas te couper. Là, non, vas-y. Puis, imaginez, ce qui s'en vient là, dans le développement de l'IA, là-dessus, toutes les compagnies sont branchées là-dessus. C'est le développement des agents autonomes, là. Donc oui, c'est ce qu'on nous promet. Ouais, c'est ça. C'est le nouveau gadget. Tu vas avoir un agent autonome 1O, mettons, qui va être gratuit pour tout le monde, puis que tu vas pouvoir l'utiliser une vingtaine de fois dans ta journée. Puis des agents 18OX, ce que tu voudras, qui vont coûter super cher, qui vont être le NEC plus ultra, avoir accès à plein d'informations, très hautées avec d'autres comme toi, puis etc., etc. Fait que, comme ça, au quotidien,
peut-être que ça change rien. Mais si on prend sur le quotidien, qu'on décide de regarder au niveau d'une population, d'une communauté, d'une organisation, puis après ça, qu'on met ça va avoir des effets, des variations sociales, ça va provoquer des comportements différents. Il y a des gens qui vont avoir plus d'opportunités, qui vont en soutirer plus d'opportunités que d'autres, simplement parce qu'ils ont un meilleur accès. Puis là, après ça, on monte ça sur une période de temps, 5, 10, 15 ans, 20 ans. Puis là, ben, ce qu'on peut imaginer, c'est par exemple la disparition de Word. Imaginez le plus de Word ou presque plus de Word ou juste pour des utilisations très, très spécifiques parce que la plupart des textes vont pouvoir être générés, par exemple, avec une interface qui est mieux faite, qui est plus conviviale, qui permet plus de manipulation du texte en plusieurs versions, etc. Puis ça pourrait arriver dans 3 à 5 ans là, que Word devienne complètement autre chose. Puis dans 5 à 10 ans, ben là, ça veut dire que vous pouvez avoir des écoles dans lesquelles on va faire des MBA, par exemple, mais que c'est de l'intelligence artificielle qui va faire le suivi des cours, puis on va vanter ça parce que c'est très, très optimisé, puis que ça permet d'avoir une production presque industrielle de diplômés en affaires. Puis de l'autre côté, il va y avoir les grandes écoles qui vont mélanger un peu les deux, qui vont avoir accès à des services autres. Puis c'est... Quand on parle d'intelligence artificielle, ça ne veut pas dire nécessairement un risque existentiel parce qu'il va y avoir une intelligence, une IA forte ou une IA puissante, comme dit Dario Amodei, là, qui va soudainement avoir une volonté coloniale, impérialiste, ou qui va vouloir tellement survivre qu'il va nous éliminer. Là n'est pas la question, c'est aussi socialement, est-ce que si c'est une technologie qui est révolutionnaire, socialement, est-ce qu'on a ce qu'il faut pour que les gains de cette révolution-là soient distribués de manière correcte au profit d'une grande collectivité ou des sociétés, plutôt que de générer encore plus d'écarts pour lesquels les compagnies technologiques ne vont pas payer une scène. C'est une externalité, ça échappe au mode de production. Ça va retomber dans les mains du public. Fait que c'est collectivement, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que les gains de ça, les opportunités générées par là, soient vraiment distribuées de manière efficace et efficiente pour s'assurer que l'avancement qui est rêvé et promis finissent par advenir. Parce que dans le moment, c'est pas vers là qu'on s'en va exactement. Là. Déjà, avec ChatGPT, vous avez le gratuit, l'abonnement à 35$ par mois, l'abonnement à 200$, puis l'abonnement à 2000$. Il y a déjà ça là, qui est présent. À part de ça, ben des étudiants ou des étudiantes à l'UQAM, là, je veux dire, plagier, c'est une compétence. Si on se met à plagier avec des outils informatiques, ben forcément, des étudiants qui sont plus à l'aise avec de l'informatique vont être des meilleurs plagiaires, si on veut, vont être plus compétents pour plagier, versus d'autres personnes qui sont moins à l'aise avec ça. Or, la façon dont on gère le plagiat, c'est généralement avec des formules répressives. On les détecte, on cumule des faits, on présente un dossier, on dit l'étudiant plagie, etc. Mais c'est beaucoup plus facile de piéger des étudiants qui ont de la difficulté à l'école, puis qui vont utiliser un système d'intelligence artificielle générative pour survivre, mais qui sont pas bons. Eux autres, on les voit tout de suite. Que d'attraper quelqu'un qui est super bon avec ça, mais qui a plagié aussi, qui a pas voulu vraiment faire un travail intellectuel, mais qui l'a utilisé pour accélérer la production que lui on pas fait. Le pognera pas. Lui, on le pogne pas. Fait que déjà, dans les institutions, par exemple, d'enseignement, il y a déjà probablement, faudrait voir, là, j'ai pas de matériel, là, j'ai pas d'observation, j'ai pas de données en main, là, mais il y a déjà probablement des effets comme ça de distinction, des effets différenciés selon les groupes, les compétences, etc., à cause de ces technologies-là. Fait que comme ils ont une vertu révolutionnaire, c'est comme ça qu'on les vend, je pense que c'est normal de penser à comment est-ce qu'on les encadre, comment on régule ces affaires-là, notamment par une raison mitoyenne, là, en tout cas qui me semble assez raisonnable, en protégeant la recherche indépendante sur ces objets-là. C'est-à-dire que si tu as un système d'intelligence artificielle génératif fondationnel comme Claude ou comme ChatGPT ou comme Gemini, par exemple, ou qui sont à la marge, là, ou à la frontière de la technologie, on devrait être capable de demander d'avoir accès à certaines informations pour faire de la recherche. Demander aux compagnies? Oui, absolument. Je comprends qu'il y a toute une question de propriété intellectuelle, là, mais imaginez si des chercheurs en sciences sociales, en sciences humaines, en génie informatique, puis etc., avaient accès à certains éléments. Il y a plein de mécanismes de gestion de la propriété intellectuelle qui existent, là. Le but étant d'avoir une recherche indépendante qui est protégée, qui se fait pas courir après, qui est pas à risque d'être soudainement pris à partie par un grand groupe technologique qui est pas content qu'on publie de quoi à leur endroit. Ce genre de mécanisme-là, qui est
public serait déjà un peu plus sain que l'espèce de au moins une alliance, volontariat là, d'IA responsable, un peu mollasse, décaféiné et denté qu'on a dans le moment. Ouais, vas-y. Mais je te rejoins effectivement, parce que souvent, en fait, en informatique, on avait... on parle souvent de hacker, enfin, en tout cas de hacking, et souvent ça consiste à étudier en fait un produit informatique et de vérifier si l'entreprise a créé enfin, faut différencier le hacker du pirate. Le hacker va démonter le système, en tout cas, enfin étudier le système pour vérifier si le programme fait uniquement ce pourquoi il est fait, est-ce qu'il le fait correctement, est-ce que l'algorithme qui est utilisé correspond bien. Oui, relever les problèmes, puis s'assurer que ça soit corrigé. Exactement, est-ce qu'il va y avoir suffisamment de sécurité, etc. Et donc, en fait, ça par contre, ça devient très difficile dans le cadre de l'intelligence artificielle, puisque souvent, on n'a pas accès ni aux données qui sont utilisées pour les entraînements, ni même, bien évidemment, même les entreprises n'ont pas réellement accès à ce qui a été mémorisé par le modèle, puisque intrinsèquement, en fait, avec les réseaux de neurones, on a du mal à ouvrir la boîte. Et encore moins donc si on est à distance. Mais par contre, effectivement, s'il pouvait y avoir des audits d'un service public ou de chercheurs indépendants, alors après, reste à savoir qui ça pourrait être, mais ça serait intéressant de voir quels seraient les résultats dans les différentes entreprises, en tout cas en fonction peut-être de la catégorie d'intelligence artificielle qu'on utilise. Ça serait intéressant de voir parce que le service public, par exemple, utilise aussi des systèmes d'intelligence artificielle, mais est-ce que la population a accès aux algorithmes? Est-ce que la population a accès aux entraînements? C'est pas le cas, je pense. Mais non, c'est pas le cas. Mais est-ce qu'on rêve, là? Est-ce qu'on rêve éveillé, là, à dire si c'est ça que ça nous prend, est-ce que c'est possible, là, ce qu'on dit là? C'est-à-dire que ces grandes compagnies-là ouvrent les portes, partagent leurs données, leurs outils avec la recherche, avec le public, avec... Est-ce que c'est possible ou est-ce qu'on est dans une belle utopie? Je pense que ça se fait déjà dans beaucoup de situations, mais que c'est pas encore une volonté collective, là, je vais dire comme ça. Là. Ça va se faire, c'est sûr, si c'est win-win, là, si c'est un deal win-win, là, où est-ce que tout le monde en sort gagnant, c'est sûr que j'imagine que ça peut se faire, mais là, ce serait d'aller un peu plus loin, ce serait de protéger la recherche indépendante, d'ouvrir les portes, par exemple, sur la question de l'explicabilité puis de l'interprétabilité des résultats ou l'explicabilité, oui. La façon dont une décision va se prendre dans le cas d'un modèle de système de prédiction ou d'aide à la décision, peu importe. Ça, c'est un beau problème, puis c'est commode de pas être capable, quand tu es une entreprise privée, là, c'est commode de pas être capable d'y répondre, tu sais. C'est vrai que ça fait leur affaire. Voilà, c'est un peu évident, tu sais. Fait que c'est un problème qui pourrait être intéressant à régler justement dans des universités, tu sais. Puis pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore de fiducie de données? C'est comme si on avait... On a une intelligence collective, là. On produit de l'art, on produit de la culture, on produit plein d'idées différentes. Puis on la donne. Puis on la laisse là à être extraite, puis après ça, on nous la revend. Puis on n'a pas de fiducie de données. Je veux dire, c'est juste... Il y a pas une entreprise privée qui accepterait ça. T'sais. Mais non. Mais non, c'est ça. Fait que nous autres, collectivement, on a probablement des ressources qu'on connaît pas parce qu'on n'est pas des spécialistes, mais on a probablement des ressources, puis il y a probablement d'excellentes idées pour être capable de justement encadrer un peu mieux de ces développements-là, sans freiner l'innovation. Moi, je pense pas que ça freine l'innovation. C'est juste les compagnies ont peur de la régulation, là, ça les inquiète tout le temps, là. Mais moi, je pense pas que ça freine l'innovation je veux dire, Internet, là, ça a toujours bien été financé par de l'argent public, ça, là, au départ, là. Puis, il y a combien de, tu sais, il y a une économiste, Maria Mazzucato, là, je pense que c'est elle qui disait que dans un téléphone cellulaire ordinaire, il y a entre 12 et 15 pièces maîtresses qui sont des brevets qui ont été financés par du public, là. Ben oui. Fait que je veux dire, faut qu'on en tienne compte de ça aussi, là. C'est pas vrai qu'il y a juste les OpenAI puis les Anthropic de ce monde qui ont les moyens puis l'expertise et la sagesse numérique pour être capable de piloter ce développement-là. Ouais. Puis je pense que c'est ça qu'il faut plus garder à l'esprit, là. OK. Écoutez, on
On fera pas encore une fois le tour de tout ça, mais c'est des thèmes, hein, c'est-à-dire que je révise en ce moment là, tu sais, j'essaie de faire des bilans, puis tout ça, là, il y a d'autres épisodes qui se préparent, là, puis je révise ce qu'on disait, puis il y a des thèmes qui sont récurrents, il y a des choses que j'entends ici, que j'ai entendues aussi avant, là. Faut voir si on est capable de tisser, de tirer des leçons, je dirais, de toutes ces belles réflexions et des constats qui sont là depuis longtemps. Est-ce qu'on va être capable de les mettre en œuvre? Un épisode bilan. Oui, c'est ça. On va faire un épisode bilan, là, mais c'est sûr que c'est pas moi qui va donner un coup de poing à notre Grizzly. Là. C'est sûr que c'est des choses qui me dépassent. Moi, je peux faire une promesse techno-optimiste. Oui, vas-y. Je promets qu'à la fin de la saison, j'ai un manifeste techno-optimiste avec lequel je suis d'accord. Ah, c'est bon, c'est un bon titre, ça. Tu l'as-tu noté, là? Manifeste techno-optimiste. Avec lequel je suis d'accord. Non, mais c'est vrai, c'est parce qu'on est plein de monde comme ça. On passe pour des résistants au changement, des ludites. Mais dans les faits, là, moi, je suis un technophile fini. Moi aussi, dès qu'il y a une application en intelligence artificielle, je l'utilise, mais c'est ça, on peut être technophile, aimer la technologie, puis s'inquiéter aussi de la direction, essayer de lui donner une direction, c'est ce qu'on fait aussi. C'est ce qu'ils font, là. Ils ont juste plus de pouvoir que nous autres, mais nous autres aussi, on aimerait ça orienter le développement, puis le cours de ce beau champ d'expertise, là. Écoutez, on va terminer là-dessus. D'abord, merci à Yoshua Bengio. On va commencer par lui, parce que, puis toute son équipe d'ailleurs, qui nous a aidé à l'organisation pour la participation de Yoshua au podcast IA Café. J'espère que, peut-être qu'il l'écoutera, cet épisode, au moins peut-être les personnes autour de lui, puis j'espère qu'on ne nous tiendra pas rigueur de certaines critiques. Certaines imprécisions, là, c'est sûr que des fois aussi on accroche sur certaines parties, puis là tout à coup on part dans nos réflexions, mais en même temps c'est ça, on est aussi peut-être un peu plus critique, là. C'est un des biais liés à nos expertises. Écoutez, des juristes, des philosophes, des experts de la science de la gestion, et qui plus est ceux de l'UQAM. En plus, sont souvent on s'en refait pas, t'sais. Des champions pour identifier, cerner les problèmes sociaux, moraux, puis des fois ça donne un portrait très critique de ce même champ, mais en même temps, il ne faut pas oublier que nous aussi, on est des gros fans, comme on dit, là, de cette technologie, puis on essaie aussi d'y contribuer à notre manière. Merci à mes analystes et baristas cette semaine, Stéphane Minéo à Paris. Merci Stéphane. Merci à toi et puis à bientôt. Et Frédéric Plamondon, ici à côté de moi. Merci Fred. Ça fait plaisir. Puis j'aimerais ça finir sur une citation de Marc Andreessen, qui est le capital risqueur, qui est un grand chum d'Elon Musk aussi, qui disait dans son manifeste techno-optimiste, écoutez, c'est incroyable, on a réussi à faire en sorte que du sable pense. C'est vrai, technologiquement parlant, c'est ce qui se passe. Bon, on est loin du sable, puis on est loin de la pensée, mais bon, je comprends l'idée. Votre hôte, Jean-François, merci encore Fred. Merci aussi à Véro, qui était là dans notre avant-match, qui nous a salué. On n'a rien compris, mais son micro fonctionnait pas. On la salue là où elle est, puis elle va sûrement se joindre à nous dans les prochains épisodes. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, merci à vous, auditeurs, auditrices d'IA Café. Merci de jouer votre rôle dans notre communauté, partager nos contenus, commenter nos contenus aussi. C'est toujours le fun d'interagir avec vous. Parlez-en autour de vous. On se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.